Vivienne Westwood, c'est la femme qui a fait entrer le punk sur les podiums. Créatrice, provocatrice, militante, elle a redéfini la mode comme un acte politique. Dans cet épisode, on retrace le parcours d'une légende. Mad. Instant mode. Instant mode. Instant mode. Instant mode. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast où on va retracer l'histoire de la légende Vivienne Westwood, légende de la mode, légende du punk. Il y a tellement de choses à dire sur cette femme qui est vraiment revenue sur le devant de la scène vu qu'elle est décédée très récemment en 2022. Et du coup, c'est vrai que c'est une créatrice qui était plutôt axée niche, et puis maintenant c'est vrai on a beaucoup entendu parler d'elle. C'est surtout une femme engagée qui a clairement fait parler d'elle dans ces années à elle, mais qui a des idéaux et des convictions qui sont très actuelles. No, I'm a fashion designer and an activist, and this is my career, and each help the other. And it's very, very important to look great if you want to make a point, because then people, I think, will listen to you more, you know? Très actuelle et qui avant était plutôt très différente des autres. Elle a aussi une histoire très très différente des autres personnages qu'on a pu aborder. Sur le podcast, exactement. Donc là, on a vraiment affaire, je dirais, à une femme d'exception, une femme très très différente qui a non seulement une histoire, des idéaux, des idées vraiment très très différentes de ce qu'on a eu l'habitude. Et beaucoup moins classique de ce qu'on a fait jusqu'à présent, parce qu'il faut dire ce qu'il est, on est parti sur des créateurs français, plutôt classique, plutôt intemporel, plutôt très luxe, très, très niche. Et là, on part vraiment dans un mouvement limite punk avec elle. Oui. I think that you can't separate a truly creative person from one who has a respect for the past, because as soon as you start to appreciate beauty and design and form from the past, then you realize how great people were. De son vrai nom, elle s'appelle Vivienne Isabelle Swyer. Elle naît le 8 avril 1941. Ouais. Donc on se rend compte que aussi c'est une créatrice un peu plus récente, oui, contrairement à d'autres personnes aussi dont on a pu parler. Elle vient vraiment d'une famille ouvrière et ça a toute son importance finalement pour la suite de son parcours, parce que finalement qui dit classe ouvrière dit famille de classe moyenne, et elle, dans sa tête, elle a toujours été elle s'est toujours dit que son avenir était inscrit, était déjà créé finalement, et qu'elle pourrait jamais dépasser les limites finalement de la classe ouvrière, de ce type de métier que la classe ouvrière faisait habituellement. Ouais, tout à fait, ouais. Et elle a vraiment gardé ça en tête. C'est fou parce que ça se voit dans son parcours, étant donné que depuis toute petite, elle a un goût très prononcé pour le dessin, pour tout ce qui est créatif, pour tout ce qui est artisanal. Et à 17 ans, en fait, elle fait la Harrow School of Art pour devenir en fait créatrice, sauf qu'en fait, elle fait qu'un trimestre parce qu'elle se rend compte que potentiellement, il n'y a pas de débouché là-dedans. Et du coup, elle se retourne vers des études de prof primaire. Et puis ça, je trouve ça assez fou. Ça fait très, comment expliquer, très concret par rapport à notre train de vie suisse, par exemple. Si je peux prendre un exemple, c'est que pareil, moi aussi, j'aurais eu des rêves incroyables de partir sur des métiers type présentateur télé. J'aurais rêvé de présenter la météo, alors ça aurait été un de mes rêves. Mais finalement, les débouchés sont tellement petits que j'ai fait quoi ? J'ai fait archi. Et en fait, elle, c'est ce qu'elle a fait finalement. Elle est allée vers sa passion. Elle s'est rendue compte que, je pense qu'elle a dû se rendre compte aussi qu'il y avait de la concurrence, vraiment concurrence. Puis, à l'époque, je pense que l'école de styliste était quand même très matérialiste. Pas, peut-être à mon avis, par rapport à ce qu'on va dire d'elle, par après, ce que vous pourrez un petit peu relater par rapport à ce que je dis, c'est que, à mon avis, ses idéaux, ils ne devaient pas ultra bien matcher avec les études. Et il y a aussi une chose très très importante que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'elle vivait en Angleterre. Et l'Angleterre, pour dire il y avait quand même une certaine avancée par rapport à d'autres pays, mais ça reste une île finalement. Ouais. Donc est-ce que par rapport aussi de là où elle venait, parce qu'elle n'était pas de Londres même, et c'est vrai qu'elle se disait qu'à Londres le stylisme était possible,
Mais peut-être pas où que elle dans la était. province, Bon, c'était plus compliqué, comme pour les personnes qui habitent en France. Et puis on se dit Paris, tout le monde allait à Paris pour faire ses études, encore plus dans ce type de métier-là, finalement. ses études, l'école d'art dans laquelle elle a fait son trimestre était à Londres. C'est une fois qu'elle a déménagé, tu sais, Oui, aux alentours de 17 ans, oui. c'est à Londres qu'elle était là. Mais je pense, oui, à mon avis, il y a peut-être, on suppute beaucoup de choses parce qu'on n'était pas avec. Oui. Mais c'est vrai qu'en étudiant un petit peu le personnage, je pense qu'il devait avoir un petit peu toutes ces idées. Le concret de, OK, il n'y a pas de débouché, ça on le sait, elle l'a dit elle-même, mais comme une réflexion, elle n'arrive jamais seule. Je pense qu'il y a dû avoir un petit peu tous ces raisonnements qui se sont faits là-dessus. Puis du coup, c'est vraiment quelqu'un qui est toujours été créative. Créative et qui a toujours soutenu ses idées, comme tu l'as dit. Et c'est vrai que quand on regarde l'Angleterre, c'est quand même on dit une monarchie, c'est ça? Je sais pas, me lance pas dans des sujets politiques, j'en ai aucune idée. Ok, oui, Voilà, c'est même en gros, géographique, mais- ils ont un roi et une reine, et c'est vrai que dans ce type, nous on a le modèle suisse qui est très différent, où c'est qu'on peut un peu donner toutes nos idées, etc. Dans Bon, ce type, 1941, roi et reine, ils avaient aucun impact, hein, ils étaient juste là. Hein. ils étaient là, mais par contre tu disais pas n'importe quoi, d'apporter tes idées comme ça, et Elle avait beaucoup d'idées, ouais. Elle avait beaucoup d'idées. Et puis c'est vrai que je comprends que quand tu as envie de commencer quelque chose, tu as envie d'aller au bout et d'apporter avec toi toutes tes idées. Tu n'as pas envie de le faire à moitié. Ouais. Et je pense que ça a apporté un peu une sorte de contrainte supplémentaire. Mais finalement, elle va quand même mettre un pas dans la mode, je mets des guillemets, puisqu'elle va commencer à créer des bijoux artisanaux. Ouais. Et ça aussi, c'est quelque chose qui aura un grand impact et qui va la suivre toute sa vie, parce que ce côté artisanal, finalement, pour moi, c'est un petit peu la signature de la Vivienne Westwood qu'on connaît aujourd'hui. Oui, puis c'est vrai qu'on n'en a pas parlé quand on a préparé le podcast, mais c'est vrai que finalement, si je devais personnellement avoir une image de Vivienne Westwood, j'ai deux visuels. J'ai le premier visuel, et ça, on vous montrera des images par après quand on vous parlera des défilés, de ces fameux looks en tartan de la tête aux pieds avec des franges partout. Mais je pense que pour le public, et dites-moi finalement si je suis à côté de la plaque par rapport à ça, mais si on vous dit Vivienne Westwood, vous, ce que vous voyez, c'est son fameux collier avec son logo en argent et les perles en toc autour. C'est ces bijoux finalement qui ressortent de l'image de Vivienne Westwood. Oui, et aussi, comme tu as dit, le tartan. Et si je reviens un petit peu sur le côté artisanal, Oui. moi, j'ai tout de suite cette image de, par exemple, les vestes ou les jupes en tartan avec des coutures, tu sais, où on a l'impression qu'elle a simplement coupé le tissu et qu'il n'est pas fini. Et ça, c'est vraiment sa signature. Elle a plein d'autres signatures comme ça qui sont très intéressantes. Mais c'est un petit peu pour venir sur le côté artisanat qui, finalement, l'a vraiment suivi. L'a suivi, puis a permis qu'elle ait toujours ce pied ancré dans l'espace mode, dans l'espace tendance. D'ailleurs, vu que je fais des bijoux, j'espère qu'un jour on fera un podcast sur moi et que je deviendrai peut-être un créateur connu. Vivienne Westwood bis. Vivienne Westwood bis. Valentin Muloser bis. Waouh. En plus, dans les perles. Dans les perles, oui, c'est vrai. Mais toute sa carrière, en fait, elle a bien dû commencer à un moment donné ou à un autre. Mais ce que je trouve intéressant avec Vivienne, contrairement à ceux qu'on a pu parler comme Chanel ou bien comme Saint-Laurent et tout ça, c'est qu'elle n'avait pas cette ambition de devenir styliste ou créatrice. En fait, elle a fait son premier mariage qui lui a donné justement le nom de Westwood. Mariage plutôt classique avec un tenancier de bar, de club de nuit, je crois. Elle a eu 1 ou 2 enfants. Faudrait juste que je vérifie l'information. Moi, je crois qu'elle a eu 1 enfant. Et vraiment, elle n'était pas du tout dans cette option de la carrière mode ou de la carrière artisanale. Vraiment, quand on suit son histoire, on se dit pas, on se demande à quel moment finalement elle va être connue. Je pense qu'elle avait l'envie, mais que dans sa tête, c'était impossible. C'est comme nous, c'est comme moi à l'époque, enfin je sais pas toi, mais moi, mon rêve c'était de devenir mannequin, mais je savais pertinemment que quand tu regardes les magazines et que tu vois des Kate Moss, des Naomi Campbell, tu te dis c'est impossible. Comment c'est possible ? J'habite à Neuchâtel, c'est tout petit, il n'y a aucun débouché. Donc en fait finalement c'est un rêve, mais tu vas pas tellement te donner les moyens parce que dans ta tête tu te dis c'est impossible. Oui. Et c'est triste finalement, mais je pense qu'elle elle s'est limitée à ça. Exactement. Mis à part ça, la localisation fait beaucoup parce qu'à l'époque, quand on était à fond dans le mannequinat, si on avait habité à Paris, c'est juste ma formulation de phrase que j'ai. Ouais, je crois.
je pense qu'on aurait eu d'autres opportunités et dans ces autres opportunités-là, il y en aurait peut-être une qui nous aurait peut-être en fait donné un petit peu une certaine visibilité différente, qui nous aurait entraîné, alors clairement pas dans une carrière de mannequin, soyons clairs. Non, mais déjà, juste peut-être- la motivation Voilà. fait énormément. Que nous, ici, on n'a pas de motivation. C'est comme pour... Enfin, maintenant, les choses, elles ont changé grâce aux réseaux sociaux. On en a ça aussi déjà beaucoup parlé. Oui, Mais à l'époque, il n'y avait pas. À l'époque, on arrivait avec un book dans une agence. On devait passer par une agence. Ah, tu fais moins d'1,73 m, c'est C'était mort. mort. T'as 1 Ouais. centimètre en moins, c'est fini. Tous les métiers d'audiovisuel, du cinéma, de radio, de ci, de ça, mannequinat, tous les métiers artistiques, finalement, t'habites en Suisse, c'était impossible. D'ailleurs, ton book de mannequin, tu l'as encore, toi? Oui. Je pense qu'une fois, ça serait cool qu'on se fasse un review book de mannequinat, mais en version petite vidéo sur les réseaux, non? Je lance ça, comme ça, t'as pas le droit de dire non, et puis tu seras obligé de montrer tes belles photos de toi. Ah, magnifique. Finalement, elle va rencontrer quelqu'un qui aura une importance, une très grande importance dans sa carrière. Ouais. C'est Malcolm McLaren. Et ça va être en 1965, qui va être un ami plutôt qu'un amant. Bon, elle fait quand même 10 ans avec, je crois. Hein. Ouais, au début, ils sont quand même amis, vu qu'elle Ouais. elle était mariée à ce moment-là. Je pense que les choses, elles se sont peut-être Non, décantées. je crois qu'elle était plus mariée quand elle l'a rencontré en Alors 65. j'ai une bêtise. D'accord. On vous corrigera ça, mais c'est vrai que je sais plus si elle était encore mariée ou si... Mais je crois qu'elle était plus du tout mariée, parce qu'après, avec McLaren, elle a fait, je crois, 10 ans de relation. Hein. Ok, d'accord. Parce que moi, dans ma source, c'était plutôt l'aspect amical professionnel. Alors voilà. dans ma source, c'était l'inverse, Mais- c'était justement relation, et que lui, c'était Ok. le cerveau... comment tu dis, le cerveau Alors lui, ouais, de la business. business, exactement, puis elle, le côté créatif. Et ça, on le voit, on l'a vu d'ailleurs chez Saint-Laurent aussi, Mhm. qu'il y avait deux têtes pensantes. Il y a la tête business avec son mari, Pierre Oui. Berger, et puis il y a la tête créative. Et c'est souvent comme ça qu'on arrive à créer une fusion, puis à faire quelque chose qui explose. Et là, finalement, c'est un petit peu ce qui s'est passé, mais pas directement, puisque en fait, quand ils se sont rencontrés, ils ont décidé de créer une boutique qui va changer de nom plusieurs fois, mais qui n'aura pas son importance tout de suite dans l'histoire. Ensuite, lui, il va devenir manager d'un groupe de punk assez connu, les Sex Pistols. Et par la suite, elle va commencer à créer des vêtements pour ce groupe. Et puis finalement, c'est là où en fait, ses créations sont mises en avant, admirées par le public. Et puis c'est là où va naître Vivienne Westwood. Surtout qu'en plus, elle a cette vision très punk qui est très tendance à l'époque finalement. Cette vision punk a des idéaux qui sont très marqués, qui correspondent à comment dire, aux pensées de Vivienne. Donc c'est Oui. vrai que c'était très logique. Je pense pas que c'était un coup marketing réfléchi. Je pense que vraiment elle a suivi son cœur, elle est allée, puis en fait le timing est là au bon moment, et elle a fait les costumes pour les bonnes personnes. Mais cette fameuse boutique que tu parlais, je trouve quand même que ça peut être cool de donner un peu les noms qu'ils ont eu, parce qu'il y a eu plusieurs noms, et franchement... Alors, je pense qu'en Angleterre, peut-être à l'époque, ça donnait très bien. Là, quand je les lis et que je les vois, j'ai trop l'impression d'avoir tu sais, ces petits écriteaux de Maxi Bazar que tu vas mettre sur ton mur dans la chambre. Donc, ça s'est appelé Let It Rock, Too Young to Die, ou bien Too Fast to Live. Donc, vraiment un peu cucu quand même. Oui, très léger. Très léger, mais là, à ce moment-là, on voit que c'est pas très réfléchi. On voit qu'il y a pas de marketing finalement. Puis pour moi, c'est là un petit peu la magie de l'histoire. En 1981, on arrive avec le défilé Pirate, qui est une collection dont je pense beaucoup auront l'image quand on va mettre finalement les images, rendus, ouais. les rendus, exactement. Là, on avait vraiment toutes ces bottes lacées, on aura vraiment ces vestes un peu avec, pas que de pique, mais avec des angles très droits, très, très pointus. On aura aussi tout ce qui est oversize, avec des pantalons bouffants. Et moi, ça me fait droit penser, tu sais, au fameux clip de Gwen Stefani. Ah bah oui, non, mais clairement, Où je c'est pense qu'elle qu'elle s'est a clairement justement- inspirée là-dessus. Oui, et pas peut-être Vivienne, même... Gwen Stefani. Hein. Voilà, mais je me dis peut-être même qu'elle était habillée, faudrait que je me renseigne. En Vivienne Westwood. En Vivienne Westwood, Ce parce qui aurait du sens. qu'on a vraiment ce côté rayé, avec des carreaux assez petits. Très... Ouais. Mais c'est vrai que pour moi, ça a quand même été un défilé iconique de la marque Westwood. Bah, c'était son premier défilé surtout. Oui.
mais qui a vraiment beaucoup marqué. Parce que souvent, on fait des premiers défilés. Le premier défilé, c'est jamais celui dont on s'en souvient énormément. Oui, c'est vrai. Ou est-ce que peut-être on a cette information? Franchement, à l'heure actuelle, avec les réseaux, avec les recherches et tout ça, on a des fois, c'est le premier défilé d'eux. En fait, ça se trouve, c'est peut-être le premier défilé qu'on a des images et puis qui a marché. Peut-être qu'elle en a fait d'autres et puis qu'on ne sait pas. Hein. Exactement. Mais il y a plein de petits événements. C'est ce qu'on trouvait intéressant dans ce podcast-là. Oui, on est en train d'enregistrer. J'étais en train de vérifier. Je ne voyais pas le rec. C'est ce que je trouvais intéressant et que toi aussi tu trouvais intéressant dans ce podcast-là. C'était un petit peu plutôt de vous mettre ces défilés qui ont marqué et ces idéologies qui ont un petit peu marqué. Et quand on visualise des robes Vivienne Westwood ou des jupes Vivienne Westwood, on a vraiment, et en plus on est vraiment dans l'air du temps, dans l'ère actuelle, surtout clairement une des grandes porteuses actuelles de Vivienne Westwood que tout le YouTube game connaît, c'est Lena Situation. Exactement. Et je dois avouer que il y a beaucoup de looks de Lena Situation que je suis pas hyper fan. Je trouve pas que ça soit forcément ses meilleurs looks, mais quand elle met du Vivienne Westwood, pour moi, c'est toujours un sans faute parce qu'en fait, c'est très corset, ça lui met vachement ses formes en valeur et c'est surtout cette forme de jupe, la mini crini, qui est en fait un mélange des jupes des années 60 très courtes et de la crinoline, qui est en fait cette structure du... Je crois que c'est 19e siècle, si je dis pas de bêtises. C'est vraiment une structure qui allait sous les jupes pour donner du volume. Et ça, Lena, elle nous en a apporté. Et je crois même que... Je sais pas si c'est un Vivienne Westwood, mais je crois que c'est une Vivienne Westwood au Met Gala, tu sais, quand elle avait son... Exactement, je crois que c'était Vivienne Westwood, Ouais, parce que si je me trompe pas, c'était plus tartan, ou moins proche forme-là. de la mort de Vivienne. Ouais. Et c'est vrai que justement, il y a eu tout ce mouvement où il y avait même... ils avaient ouvert une boutique, je crois que c'était... Je sais plus si c'était à Londres ou à Paris, un peu sous forme de pop-up un petit peu, et j'étais passée devant et il y avait un monde. Oui. Alors qu'avant tu passais devant finalement une boutique, il y avait même justement, je m'en souviens, aux Galeries Lafayette ou le printemps, il y avait des pop-up partout Vivienne Westwood, et ils étaient bondés, alors qu'avant ça, clairement, il fallait être assez niche, assez connaisseur. Nous, on n'est pas la génération Vivienne Westwood, par exemple. Non. On n'est pas des consommateurs. Par contre, la nouvelle génération qui arrive, ils sont très Vivienne Westwood. Oui, pourquoi ? Parce qu'on vintage. avait expliqué que justement, la mode, elle faisait un petit peu de Ce 20 ans, voire 30 ans. Et si tu regardes 30 ans en arrière, moi, ma mère, elle était complètement dans la mode punk. Ah ouais. Tu vois ? Et c'est vrai que pour moi, le punk, c'est pas seulement une mode, c'est un peu une conviction, c'est vraiment un mouvement. Et elle a apporté tout ça. Ouais, c'était vraiment son mode de vie, c'était vraiment sa conviction. Oui, non, c'est clair. Et puis, hormis tout... Enfin, je sais plus du tout où je voulais... Oui. Le fait que c'est aussi une marque qui se porte beaucoup actuellement, je pense que sa mort, elle a joué un rôle. Sa mort, ça a fait parler, ça a mis sur les réseaux, ça a mis sur les plateaux télé et tout ça. La jeune génération a découvert, ils se sont vus que c'était quelque chose qui était très intéressant. Et surtout, comme on en a déjà eu parlé plusieurs fois dans le podcast, c'est qu'on était dans cette terre minimaliste qui s'essouffle un petit peu auprès de la jeune génération. Et ils ont besoin un petit peu de ce côté un petit peu plus provocateur, avec des messages, avec des idéologies, avec des choses marquées. Et elle rentre typiquement dans ces terres-là. Et ça me fait faire une petite transition assez sympa, c'est que on dit c'est une personne avec des messages forts, c'est une personne féministe, on peut dire ce qu'il est. Et elle a beaucoup fait, en fait, à l'époque, et on n'en a pas parlé au début du podcast, tu sais, quand elle avait sa boutique, justement, avec son ex-mari. Elle avait sa boutique justement, enfin je dis ex-mari mais je crois qu'ils n'étaient pas mariés, je sais plus, c'est la fameuse indécision qu'on a. McLaren. Exactement. En fait, elle faisait beaucoup de t-shirts avec des slogans dessus, avec des phrases, avec des convictions féministes, avec des convictions marquées, un peu provocateurs, avec des petites chaînes et tout ça. Et à partir de 1988, elle fait la rencontre d'Andreas Krotaler. Je ne sais pas du tout comment on prononce ça, donc on va rester sur Andreas. Et c'est un jeune étudiant de 22 ans, donc 88, elle est de 41, donc elle avait 47 ans. Ouais. Donc un peu une cougar, la madame. Hein. Donc c'était un jeune étudiant français. Elle a fait sa rencontre et en fait, lui a donné en fait cette nouvelle conviction qui est notre conviction première en 2025, qui est l'écologie. Et à cette époque-là, c'était quand même quelque chose de très précurseur. Parce que l'écologie, on en parle depuis
pas très longtemps. Et encore, nous en Suisse, c'est quand même un sujet qui prend de plus en plus d'importance. Oui. Mais tu regardes dans d'autres pays, c'est pas du tout le cas. Chez nous, ça a quand même une place très importante, mais c'est pas partout la même chose. C'est quand même un sujet assez nouveau finalement, parce que, enfin, quand je dis nouveau, ça date pas d'hier, mais c'est un sujet qui commence à prendre de la place de manière assez nouveau, parce qu'avant, on n'avait pas toutes les technologies pour avoir toutes les informations qu'on a maintenant, finalement. Oui, tout à fait. Et ça, c'était très précurseur de son époque, de s'inquiéter de ça, quand tout le monde s'en tapait carrément. C'est ça, c'est qu'en fait, personne le mettait encore en avant à cette époque-là, et c'est vraiment je trouve ça beau, parce qu'elle a plein de messages comme ça. Elle va faire elle va faire plusieurs défilés pour le climat, elle va faire des propagandes, elle va faire énormément de choses, et c'est vrai que c'est cette rencontre avec Andrea qui lui a un petit peu apporté cette conviction-là, et elle va carrément se marier avec l'année de ma naissance, en 93. Ah, l'année de ta naissance. Bah oui. Ok. Ensuite, en 92, on aura un moment très important dans sa carrière, puisque ce moment-là va faire énormément parler d'elle, et c'est aussi ce qui va montrer que c'est une personne qui, en toutes circonstances, va toujours garder ses convictions et son image, elle va toujours rester fidèle à elle-même. Donc en 92, elle va se rendre à Buckingham Palace pour être décorée officier de l'ordre de l'Empire. Ouais. Elle va arriver avec un costume où elle aura une jupe, elle va arriver sans sous-vêtements, et au bout d'un moment, elle va se mettre dos à la caméra, un coup de vent, il y a la jupe qui se lève, donc on voit clairement qu'elle est nue sous sa jupe. Qui n'a pas de culotte. Qui n'a pas de culotte, exactement. Et là, ça va vraiment créer un mouvement de buzz, puisque tous les photographes, forcément, vont être là à ce moment-là, vont prendre des photos, puis les photos, elles vont faire le tour du monde, et puis forcément, ça va faire parler d'elle. Puis elle porte vraiment, finalement, ce bad buzz très fièrement. C'est ça, mais elle, c'est une provocatrice. Oui. Toute sa vie, elle l'a provoqué pour faire passer des messages, et finalement, c'est un petit peu le mouvement punk. On va pas chercher la discrétion, on va chercher à être plus ostentatoire, à être plus à casser les codes. Un mouvement punk qui, elle, va s'en sortir progressivement, parce qu'en fait, ce mouvement punk, il a pris beaucoup d'importance en termes de mode et de tendance, et puis le mouvement punk avec des messages, il va un peu s'essouffler, puis ça va devenir esthétique. Et dès que ça commence à devenir esthétique, elle va un petit peu se retirer de ce mouvement-là. Oui, en parlant d'esthétique, en 93, on a aussi toute une partie très importante, puisque là, on va arriver avec la Angelomania, où c'est qu'on aura tous Anglomania. Angelo, c'est... Je suis désolée, c'est juste que c'est écrit. En fait, on a notre tableau où c'est qu'on a un petit peu notre prompt. Exactement. Voilà, la Anglomania, parce que Angleterre, c'est un défilé c'est un défilé en 93, Anglomania. Exactement, voilà. L'Anglomania, où c'est que là, on va voir justement tous ces corsets, toutes ces formes beaucoup plus proches du corps qui vont, comme tu dis, mettre en valeur les formes de la femme, alors qu'avant, avec les jupes plus bouffantes, en fait, le but, c'est plutôt de recréer une forme. Alors que là, on va faire avec les formes de la femme, et là, on aura un moment iconique, et pour le coup, je te laisse le dire parce que je sais que tu adores ce moment. La chute de Naomi Campbell. Ouais. Non, mais pour moi, Naomi Campbell, elle est indétrônable. C'est une dinguerie comment encore à l'heure actuelle, elle est magnifique. Et quand elle défile, elle a une prestance de malade. Et le fait qu'elle a eu dans sa carrière une mini faiblesse, bon, pour sa défense, les talons, c'était une dinguerie, hein. Enfin, c'était vraiment des super hauts talons, et elle a créé ce moment avec des personnes iconiques, et elle l'a fait, là elle l'a créé, non, elle l'a pas créé, elle a juste engagé Naomi pour son défilé, mais elle a aussi engagé Kate Moss l'année d'après, où là elle va lui faire un look incroyable. J'avais jamais tité que c'était Kate Moss sur ce look, mais c'est vrai que je l'ai souvent vu, et je l'ai souvent aussi vu imiter dans le milieu cuir, c'est-à-dire que c'est Kate Moss dans une mini-jupe, tout ce qu'il y a de plus... je veux pas ressortir le mot punk, mais c'est ça, c'est finalement ce visuel un peu punk. Mini-jupe, mais mini à la Miu Miu, vraiment la Miu Miu actuelle, avec le plissage, mais le côté tartan, seins nus, et un visage blanc de Marie-Antoinette. Donc, pour moi, ça a ce message de... Je fais vraiment une analyse de texte, enfin une analyse d'image personnelle. Hein, oui, vraiment. Mais Marie-Antoinette qui a quand même ce côté... très classique exactement. Et très pudeur, mais en même temps qui était un petit peu frivole, oui. avec cette vulgarité
enfin, je dis vulgaire, mais pour moi, c'est pas vulgaire, mais ce côté très sexy et très dénudé. Ah, de l'époque, très vulgaire. Oui, bah oui, bien vulgaire. sûr, t'as raison. Et en fait, je trouve que ces deux moments ensemble, enfin, ces deux Styles styles finalement, ensemble, ouais, c'est de messages. Ouais, ça a donné un look incroyable. Et si je peux finir avec cette anecdote de 94, il y a une queen, une drag queen qui s'appelle Raja, qui a justement fait, et toi, là, tu es en train de me regarder avec des gros yeux, mais qu'est-ce qu'il va dire? Je ne t'ai pas montré l'image d'ailleurs, je vais te montrer l'image après, qui a fait justement un look un peu Marie-Antoinette, avec un corset un petit peu sexy, avec un côté un peu tartan, qui, je pense à mon avis, était inspiré de Vivienne Westwood, voire même, potentiellement, certaines des pièces étaient Vivienne Westwood. J'avais envie de mettre en avant un de ces défilés en 1995 qui a déjà aussi un petit nom que je trouve un petit peu sympa, bon, traduit bien évidemment en français, qui s'appelle Vive la cocotte. Et en fait, c'est tout un défilé très marqué maximalisme. J'aime beaucoup parce que c'est pour moi une des plus grandes forces de Vivienne, c'est de pouvoir mélanger les imprimés qui sont too much, et d'en faire quelque chose de magnifique. Dans ce défilé, il y a tellement de looks qui sont dingues. Bon, déjà, la constante, c'est que il y a le corset qui est ultra présent dans le défilé. Mais il y a aussi, en fait, ce mélange d'imprimés. Il y a un look magnifique que j'aurais jamais pensé que c'était Vivienne Westwood, mais ça, j'en reviens après. Il y a le fameux look iconique que pour moi, je trouve que ça crie Vivienne. C'est ce look de tartan avec différents tartans différents qui se mélangent avec cette jupe un peu déstructurée, un espèce de leggings dessous qui est très, très marqué Vivienne Westwood. Sur ce fond d'imprimé, l'ensemble est dingue. Mm-hmm. Et il y a une robe, et du coup, je trouve qu'elle va bien avec le Vive la cocotte, étant donné que ça me fait penser un peu à des plumes d'oiseaux, un peu et c'est un corset en sequin avec et ça, je trouve ça très, très actuel, très, très, très marqué, très osé, très tapis rouge, très drague, très tout, dans l'opulence que vraiment j'adore. J'allais dire, en parlant d'actualité, au niveau des tendances automne-hiver pour 2025, enfin 25-2026, on a clairement le tartan. Et on a aussi une chose qu'elle faisait beaucoup, mais c'est tout ce layering qu'on voit déjà depuis un petit peu le début d'année et qui, à mon avis, va encore s'intensifier avec l'hiver parce que forcément, on va mettre plus de couches. Mais on peut clairement mélanger un tartan avec un motif zébré, par exemple. Et zébré que vous avez intérêt à l'avoir dans l'armoire pour cette saison. Hein. Exactement. D'ailleurs, actuellement, on en voit énormément chez H&M, chez Zara. C'est vraiment rentré maintenant aussi dans tout le prêt-à-porter. Exactement. Donc, elle se permettait vraiment toute cette opulence qui avait complètement disparu avec le minimaliste et qui finalement maintenant fait vraiment son comeback et qui va être plus présent que jamais cette année. Après, on a aussi une date très, très importante qui va être 2013, où on aura un défilé qui va vraiment avoir une importance particulière au niveau du message. Au niveau du message, au niveau de la marque, etc., qui va être le défilé Save the Climate. Et c'est Climate Revolution, le titre du défilé. Ok, ouais. Climate Revolution, exactement, voilà, tu le sais mieux que moi. Et là, ça va vraiment être un défilé avec uniquement du tissu recyclé. Et là, elle va vraiment envoyer un message très puissant, un message très fort. De nouveau, elle va sortir complètement des codes. Elle a quand même pris un certain risque en faisant ça, parce que c'est vrai qu'encore une fois, c'était une époque où on n'en entendait pas tellement parler. Elle est carrément arrivée avec un défilé sur ce thème-là, finalement. Ouais, tout à fait, ouais. Donc, c'est très intéressant pour la marque. Après, en 90... Mais si je peux rebondir sur ce défilé, ouais. Moi, un truc que je trouvais assez intéressant en termes de... Je ne sais pas si c'est ce qu'elle a voulu faire paraître ou pas. Je me rends compte... je pense que vous vous rendez compte peut-être avec ce podcast. J'adore analyser les trucs et essayer de trouver des messages cachés un petit peu partout. Mm-hmm. Et là, dans ce défilé Climate Revolution, c'est que elle a peint le visage des personnes dans des coloris très marqués, dans des orangés, dans des couleurs qui ne sont pas du tout liées à la carnation de peau de la personne, en faisant vraiment... il y avait même des visages un peu verts, un peu bleus. Et je me demande si ce n'est pas une vision d'elle, de l'impact solaire sur notre peau et sur notre civilisation, pour encore plus lancer un message en mode genre... ça devient quelque chose de très nocif dans notre société et... Elle veut nous le montrer avec au moyen du make-up, en fait. Ouais,
Et ce qui est une très bonne idée, finalement. Et c'est vrai que, comme tu dis, tu essaies de chercher un petit peu les messages qu'il y a, un petit peu là où tu peux trouver toutes ces choses, tous les messages, finalement, qui peuvent être passés. Et il n'y a jamais rien qui est fait au hasard. Donc, ça a forcément une signification. Et c'est vrai que certainement, c'est vrai que je ne m'étais pas fait cette réflexion-là. Oui. Mais c'est vrai que ça me paraît assez plausible. En 1990, là, du coup, je me permets de rebondir là-dessus, parce que ça a été là aussi une précurseur. Oui, tout à fait, ouais. Voilà, exactement. Ça a été une des premières à bannir la fourrure de ses collections. Ça, c'est quelque chose qui commence à arriver maintenant. Il y a encore beaucoup de marques qui utilisent la fourrure, mais c'est vrai que ces dernières 3-4 années précédentes, c'est là où les marques ont commencé à se réveiller et à commencer à gentiment un petit peu arrêter la fourrure. Mais elle l'a arrêtée en 1990. Oui, c'est vrai qu'elle était un peu très avant-garde là-dessus, puis Exactement. ça avait du sens par rapport à ses engagements. Elle s'était d'ailleurs engagée avec Greenpeace pour la campagne Save the Arctic, où elle avait dessiné des t-shirts avec cette terre en forme de cœur. Mm-hmm. Et ça, toute sa carrière, elle a été marquée sur ses messages écologiques. Elle a d'ailleurs aussi même gagné un prix, le prix Swarovski, pour son engagement positif au niveau de tout ça. Mais il y avait aussi cette contradiction. Après, c'est clair que, vu de l'extérieur, des personnes qui ne travaillent pas dans le textile, c'est clair que si tu dis, OK, c'est du peut-être qu'on va me biper, je crois que là, c'était un peu vulgaire. Mais... en fait, elle fait toutes ces propagations, toutes ces propagandes, ces messages sur le climat. Sauf que, dans les années 2010, elle a encore énormément, et je pense même encore à l'état actuel, mais elle utilisait beaucoup le polyester. Mm-hmm. Malgré le fait qu'elle ait fait son défilé en tissu recyclé. Elle utilisait beaucoup le PVC, il disait, et en fait, il y a encore beaucoup de ces habits qui venaient de Chine. Donc, en termes d'impact écologique, c'est clair que c'était pas... Mais parce qu'on n'avait pas les bons codes à l'époque. À l'époque, on allait se permettre... C'est comme on commençait à avoir un petit peu certaines maladies, mais les gens continuaient à fumer dans les hôpitaux, dans les avions, un peu partout. Tout était contradictoire parce que finalement, on n'avait pas les informations qu'on a aujourd'hui. Bon, 2010... On fumait déjà plus dans les restos, il me semble même. Oui, mais tout ce qu'on sait maintenant... On le savait pas forcément. Alors, est-ce qu'on le savait pas ou est-ce que tout simplement on ne s'y intéressait pas parce qu'on voyait peut-être moins les impacts qu'aujourd'hui. Et je trouve qu'aujourd'hui, les générations, elles sont quand même très soucieuses, de plus en plus soucieuses. Et encore plus les jeunes que les personnes de l'âge de nos parents, j'ai l'impression. Oui, puis même de notre génération, parce qu'on dit les jeunes. Quand on parle des jeunes, moi... Enfin, peut-être toi pas, parce que t'es quand même en dessous de 30, mais tu y arrives, hein? Oui, mais je me mettais pas dedans, là. Voilà. Pour moi, les jeunes, c'est 20-25. Voilà. Qui ont un message et une recherche qui est complètement différente que la génération 30-35. Oui. Et eux, ils sont très sensibles à ça. Mais toi, tu peux te dire justement, par rapport à ce message où elle se faisait critiquer là-dessus, elle essayait de minimiser son impact au niveau de la mode et d'en faire un message. Certes, c'était ultra contradictoire par rapport à la taille de sa... Parce qu'en fait, elle disait toujours qu'il fallait acheter moins. Mais finalement, elle créait toujours autant de collections et elle était toujours une créatrice qui faisait autant parler d'elle. Donc, il y avait pour moi ce double contraste. Mais toi qui as déjà tenté et testé et qui est même encore dans des petits projets peut-être potentiellement cachés sur... cet impact-là, c'est hyper difficile à l'heure actuelle de trouver des fournisseurs avec des prix corrects qui restent proches de chez nous. Nous, on le voit avec les colliers, on voulait des fournisseurs européens au niveau des perles. En termes de qualité de ce qu'on veut et en termes de prix de ce qu'on a besoin, pour l'instant, l'Europe, c'est mort. On n'a rien trouvé. Alors, au-delà du prix, il y a encore un autre sujet. C'est que quand tu trouves un fournisseur en Europe... C'est très cool, hein, tu trouves un fournisseur textile en Europe. Regarde la provenance du textile. Mais il vient d'ailleurs. Il vient d'ailleurs. Et forcément, l'Europe, c'est très petit par rapport à l'Asie. Comment tu veux concurrencer ? C'est ça, ils te demandent des quantités qui sont beaucoup plus grandes. Alors après, Vivienne, elle aurait pu clairement se permettre de prendre des plus grandes quantités, mais pour des petites marques, ils demandent des quantités astronomiques. Pour des premières commandes, non ? Oui, mais je pense que finalement, Vivienne Westwood... La marque en elle-même n'a jamais été une ultra-marque. Vu qu'elle est toujours restée un peu nichée. Alternative. Alternative, exactement. Ouais. À mon avis,
je suis pas experte là-dedans, mais je le pense sincèrement, enfin je le Ouais, pense. ouais, tout à fait. Au niveau du débit, on n'est clairement pas sur le même débit qu'une marque comme Dior. Oui. Au niveau du prêt-à-porter, où c'est qu'il doit se vendre une certaine quantité de prêt-à-porter, contrairement à Vivienne Westwood, une marque où c'est que c'est très ostentatoire, clairement. Tu vas pas porter un vêtement Vivienne Westwood pour aller à ton bureau le lundi matin, tu vois. Alors que si tu as de l'argent, tu peux très bien aller chez Dior et puis te trouver une jolie tenue pour partir au bureau. Oui, tout à fait, ouais. Tu portes du Vivienne Westwood un peu plus occasionnellement, j'ai envie de te dire. Oui, tout à Si fait, ouais. t'as un Ouais. look un peu plus chill, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que Faut tu avoir veux un dire. look un peu plus ostentatoire pour porter ça. Donc je pense que là aussi, enfin, je suis pas sûre que ça ait un réel rapport. Mais c'est vrai Non, que... non, mais après, on part dans nos... Voilà. C'est ça qui est intéressant, finalement, dans Mais notre podcast, c'est- c'est qu'on on peut faire un petit peu dévier du sujet pour se Voilà. poser certaines questions. Et finalement, c'est une jolie conclusion, puisque finalement, Vivienne Westwood, elle est décédée en 2022, donc encore une fois, c'était il n'y a pas C'était si hier. longtemps que ça, exactement. On s'en souvient très bien. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que tout le monde a commencé à porter ce fameux collier dont tu nous as parlé avant, où toutes les stars sont venues habillées en Vivienne Westwood sur les défilés à foison, alors que finalement, avant, Elle était encore un peu une plus fois, éteinte, elle hein, était ouais, un ouais. peu plus éteinte. C'était plutôt des personnes qui étaient un peu plus dans le rock ou un peu plus avec des looks un peu plus excentriques qui Ou les Anglais. allaient porter les Anglais exactement. Et finalement, la marque, elle va vraiment continuer. Elle va même prendre de l'essor puisque, encore une fois, tous les messages qu'elle a voulu porter se sont intensifiés à l'heure actuelle. C'est clair. On essaye aussi de mettre l'artisanat de plus en plus en avant. Alors elle, pour le coup, elle est vraiment en plein dedans, puisque on est d'accord, ce n'est pas de l'artisanat, mais ça a un Le look message de base et le message look, ouais, tout à exactement fait, de ouais. l'artisanat. Mais il y a aussi toute cette provocation. Et clairement, les générations d'aujourd'hui adorent ce côté provoque. Qu'on avait aussi un petit peu, nous, quand on avait 15 ans, hein. Oui, c'est La période Rihanna, Révolte, tout ça, ouais. voilà, exactement, avec les pics, où c'est que tu te disais, elle débarque en soutif sur scène, pourquoi oui. moi je le ferais pas? Oui, Tu l'as fait, clairement. toi. C'est pour ça que je rigolais, je me suis dit, non, je vais pas reparler de ça, parce que je crois que je l'ai déjà prononcé. Mais... Ouais, ça se On n'a peut. jamais mis cette photo, d'ailleurs. Hein. Oula. Je vais essayer de la convaincre de mettre la photo par là. Oui, tout à fait. Je pense que Faudrait-il encore que je la retrouve? Mais non, mais c'est vrai qu'il y a toute cette puissance des messages qu'aujourd'hui les jeunes, la jeune génération, je parle encore une fois de jeune génération des 18, 25 ah ouais, ans, ouais, encore plus jeunes, tu Mhm. vois, qui adorent ce côté-là. On m'a toujours dit de pas sortir en mini-jupe, mais non, clairement, tu regardes aujourd'hui toutes les marques comme Stradivarius, comme Bershka, mais c'est les pros des mini-jupes, des décolletés hyper plongeants, des... c'est porter ce que vous voulez, en fait. C'est ce gros message Exactement. de notre génération, et c'est clair que c'est très marqué. Je veux faire un petit big up à Daphné, parce que Daphné, c'est quand même la Ouais. reine de Vivienne Westwood, et c'est vraiment, elle a tout le temps les colliers Vivienne Westwood, et c'est vrai qu'elle a elle aide notre génération, Mhm. mais avec cette idéologie un petit peu plus jeune, et elle a ce petit mix, et c'est vrai que du coup, c'est la clientèle parfaite. Exactement. Voilà, c'était juste, ça m'a fait... En fait, depuis le début du podcast qu'on parle de ce collier, je l'ai visuellement dans mon champ de vision, puis j'aime bien faire un petit peu... Bon, vous la connaissez pas, mais c'est pas grave. Et ouais, en fait, c'est vraiment un truc qui est très marqué. Et suite à la mort de Vivienne Westwood, c'est vrai qu'ils ont fait plusieurs défilés. Et moi, il y a un défilé qui m'a vraiment marqué, c'est un des derniers défilés, c'est le 2026, défilé robe de mariée. Et c'est vrai que moi, je suis très robe de mariée, je trouve ça magnifique. Mais souvent... elles sont toutes très classiques, les robes de mariée. Et là, ils ont réussi. En fait, le visuel et le combo, je trouve incroyable, c'est qu'en fait, ils ont pris toutes les silhouettes et toutes les signatures Vivienne Westwood, dans les coupes, dans les corsets, dans le mini-crini, enfin, toutes ces choses-là. Mais en fait, ils ont enlevé tous les imprimés. En gros, c'est comme si ça avait été des patrons des créations Vivienne Westwood, pas terminées. Mais en fait... l'ensemble, le tout, pour moi, c'est une dinguerie parce que je suis plus excentrique que toi sur mes goûts et certains de mes achats, même si dans la vie de tous les jours, bien sûr, le podcast, je suis très soft parce que je veux jouer sur l'intemporalité parce que j'ai pas forcément envie d'avoir honte de moi dans 3 semaines. Parce qu'il y a clairement plein de fois que je fais des looks et que 3 jours après, je suis là, mais en fait, Valentin, il s'est passé quoi dans ta tête? Et en fait, le fait d'avoir cette excentricité-là, mais dans une version monochrome qui évite tout fashion faux pas, entre guillemets, je trouvais que C'est c'était canon. Masterpiece. Vraiment, Oui, vraiment. c'est très joli. Et puis finalement, la robe de mariée, elle a une consonance
assez... ça me fait penser forcément à Vivienne Westwood, puisqu'il y a beaucoup d'anecdotes sur Vivienne Westwood par rapport à la robe de mariée, notamment une que j'aime beaucoup, c'est qu'on pouvait apercevoir à Londres, d'ailleurs de manière assez régulière, puisqu'elle portait ses propres créations, Vivienne Westwood à vélo, puisqu'elle se déplaçait beaucoup à vélo. Oui, c'est vrai. Voilà, en robe de mariée dans les rues de Londres. Ce qui a vraiment du sens, le fait qu'elle se déplace à vélo avec Bien sûr. son impact, enfin sa vision écologique. Mais c'est vrai qu'en robe de mariée, enfin c'était quoi? C'était un jour lambda, quoi, en fait. Jour lambda, vraiment. C'est ça, en fait, c'est ça aussi que j'apprécie beaucoup chez elle, c'est qu'elle incarne sa marque. Ouais, tout à fait. Tu vois, tu penses Vivienne Westwood, tu penses et à la marque et tu penses à elle en tant que personnage, tu vois. Elle s'est aussi beaucoup mise en avant. Et moi, mais mon rêve de me promener à Londres et de croiser Vivienne Westwood à vélo en robe de mariée, quoi. C'est un peu foutu maintenant, mais... Oui. Voilà. Mais moi, mon rêve, c'est de te voir, toi, dans ton village, en robe de mariée, à l'église. Non. Sur ton à vélo. Non, mais voilà. Et là, je vais juste prendre mon attel pour vous lire en fait une citation, alors qui est traduite en français, hein, pour qu'elle soit en adéquation avec notre podcast. Mais je veux finir avec cette phrase. Et tu étais tout à fait d'accord avec moi que c'était une phrase qui finalement donnait une vraie image, une vraie conclusion par rapport à Vivienne et par rapport à tous ces messages. Et je vais vous la lire, comme ça sera plus simple. Quand on change de vêtements, on change aussi la manière dont on perçoit le monde.